13h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé de la mi-journée sur Mondico Télévision. Plusieurs localités dans l'est de la République démocratique du Congo, auparavant sous contrôle de terroristes M23, voulais-je dire, sont passées aux mains de l'armée loyaliste après les offensives lancées le mercredi 23 mai dans les territoires de Massissi au nord Kivu, à temps après le même jour des sources militaires. Au total, 8 localités récupérées seront désormais sous contrôle des FARDC qui vont continuer d'accomplir leur mission régalienne, notamment protéger la population et ses biens ainsi que tous les périmètres du territoire national. Regardez. Des rudes affrontements opposent depuis les matins de ce vendredi 24 mai 2024 le rebelle du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, appelés aussi Wazalendo, dans l'agglomération de Moulimbi, groupement des Tongo, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon la société civile locale, ce sont les Wazalendo qui ont lancé l'assaut contre les positions du M23 en vue de tenter de les déloger des Moulimbi. Des détonations en armes lourdes et légères se font entendre partout dans l'agglomération de Moulimbi. Les Wazalendo ont surpris les rebelles du M23 en les attaquant de partout à Moulimbi. Les habitants sont restés chez eux. Nous craignons qu'il y ait de massacres de civils si les Wazalendo décrochaient. Nous les encourageons donc à déloger l'ennemi de Moulimbi et de partout ailleurs, a indiqué une source de la société civile locale. D'autres affrontements ont été signalés sur deux fronts dans la chefferie de Bwito, d'abord dans la région de la Rwindi, à l'endroit appelé 17 km sur la route qui mène vers Vichumbi. Ensuite, d'autres combats ont été rapportés du côté de Bishusha dans les groupements de Bukombo. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jeudi au niveau des 17 km dans le parc de Virunga, c'est dans la région de la Rwindi. Les Wazalendo s'y sont affrontés au M23 RDF. Vers 5 h jeudi, les rebelles du M23 basés dans les groupements de Bishusha sont allés attaquer les Wazalendo qui contrôlent la quasi-totalité du groupement Bukombo. Arrivés au niveau des Kinyabwichi, ils se sont heurtés contre un mur des Wazalendo car leur objectif, selon nos informations, c'est d'aller attaquer les centres de Wazalendo basés à Bukombo Centre. Les Wazalendo ont réussi à les chasser. Les combats ont duré plus de 3 heures, a confié un notable de la chefferie de Bwito. Sur les lignes de combat dans les territoires de Massissi, une accalmie relative est observée à certains endroits, notamment sur l'axe Ngungu-Biambwe et Massissi Centre. Selon le président de la société civile de Massissi, Voltaire Batundi, des avancées significatives sont cependant signalées sur l'axe Bweremana, où les FARDC et les Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de la colline Ndumba et plusieurs autres localités environnantes. Depuis le début de la semaine, des violents combats sont signalés entre l'armée et le M23 dans le territoire de Massissi. Le porte-parole militaire, le colonel Njike Kaiko, a confirmé que l'armée est à l'initiative de l'offensive. Et toujours à la une de l'actualité, 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le jeudi 23 mai. Il s'agit de M. Solz Mézaros, diplomate hongrois avec résidence au Kenya. De l'autre côté, Mme Signe Widing Alberg, venue d'Allemagne, résidente en Ouganda. Puis enfin, M. Mourad Bassir, venu du Pakistan. Il réside à Harare, au Zimbabwe. Ranta, lui, est là pour plus de détails. C'est jeudi 23 mai à la Cité de l'Union africaine, 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix Tshisekedi. Le premier, M. Zlot Mézaros, est un diplomate hongrois avec résidence à Nairobi au Kenya, où il représente également son pays depuis le 2 décembre 2020. Avant d'occuper ces postes, il a été attaché commercial dans la même ambassade de 2015 à 2020. Bien avant, entre 2009 et 2015, il était responsable des opérations à International Testing and Training Service Ltd. À Budapest, en Hongrie, il a un doctorat en histoire
Il maîtrise en philosophie et pédagogie espagnole ainsi qu'un diplôme de premier cycle en économie internationale. De son côté, Madame Signe Winding Ulbridge vient de Danemark. Elle est résidente à Kampala, en Ouganda, depuis août 2021. Elle occupe le poste de directeur pour l'Afrique, la politique et les développements au sein du ministère danois des Affaires étrangères. Après avoir été directeur de la diplomatie verte et du climat depuis 2020, elle est diplomate des carrières et travaille au ministère des Affaires étrangères à Copenhague et à l'étranger depuis plus d'une décennie. À l'étranger, elle a travaillé à l'ambassade du Danemark, à Dar es Salaam, en Tanzanie et en tant que chargée d'affaires à la représentation danoise à Harare au Zimbabwe. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques. Enfin, M. Mourad Bassier est ambassadeur du Pakistan. Il réside à Harare au Zimbabwe et est également accrédité auprès de l'Angola, de la Zambie et du Malawi. C'est un diplomate des carrières du service extérieur du pays. Il a travaillé à différents titres au sein du ministère des Affaires étrangères Islamabad et de la mission du Pakistan à l'étranger depuis 2003, notamment directeur général 2021 à 2022, chef adjoint du protocole en 2019, conseiller à l'ambassade du Pakistan à Doha, au Qatar, en 2018 et 2019, et à Berne, en Suisse, en 2016 et 2017. M. Bassir est titulaire d'une maîtrise scientifique en études de défense et stratégie, ainsi qu'un diplôme prédoctoral de maîtrise en recherche en relations internationales. Et de son côté, le service national a procédé le jeudi 23 mai 2024 à la remise d'un premier lot de 500 bancs à l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba au centre de Kinshasa. Ces bancs à pupitre ont été fabriqués par le jeune bâtisseur ex-Koluna dans l'atelier du service national situé dans la commune de Linsele. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'appui à la gratuité de l'enseignement et l'amélioration des conditions d'apprentissage de jeunes Congolais. Les détails dans cet élément. C'est avec effervescence que les élèves et les enseignants de l'Institut Mokengeli de Lemba ont accueilli les cortèges des camions remorques transportant ce premier lot des bancs qui leur sont destinés. Émerveillés par cet appui, les bénéficiaires de ce don contemplaient avec admiration toutes les manœuvres qui s'effaisaient pour faire descendre ces bancs dans cette école. L'opération était coordonnée par le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national. Selon lui, il n'a accompli que la mission lui confiée par le commandant suprême des FRDC, de la police nationale et du service national. C'est un grand geste de la part du commandant suprême, du président de la République, chef de l'État et commandant suprême. Moi, je suis venu ici en qualité d'envoyé. Je ne suis qu'un envoyé de la part du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Sur ces instructions, le service national a fabriqué ces bancs avec les bâtisseurs. Sur les mêmes instructions du président de la République, il nous a été demandé, c'est lui qui a désigné l'école Mokengeli et qui nous a demandé de venir déposer le banc en son nom. Laurent Kazadi, préfet de l'Institut Mokengeli, était ému par ces gestes combien précieux pour son école. Ce don des 500 bancs à l'établissement qu'il dirige tombe à point nommé puisqu'ils ont manqué. Le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de fierté d'abord, de gratitude ensuite, parce que nous étions confrontés seuls à un gros problème. Mais quand subitement comme ça, nous avons la solution à ce gros problème, nous sommes reconnaissants envers l'initiateur de cette solution. Les élèves de Mokengeli bénéficiaires de cette livraison des bancs ont également remercié le donateur. Ils ont en outre félicité les ex-Koluna pour le travail abattu. Je suis impressionnée parce que nos amis, nos jeunes sœurs, frères, mais ils étaient des Koluna, mais ils ne sont plus encore des Koluna. C'est pour ça qu'on les remercie. On est très ravis de nous amener les bancs et aussi, on est aussi contents puisqu'on avait un peu les bancs, comme ils ont renforcé les bancs comme ça, c'est très bien. Aussi, on remercie au général Kassongo d'avoir amené pour nous les bancs. C'est trop l'émotion d'avoir les bancs là.
de l'émotion. L'équipement de l'école Mokengeli en banc à pupitre constitue une nouvelle étape après sa récente réhabilitation totale par le gouvernement. Après Mokengeli, le service national ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres écoles de la capitale et du pays seront également servies. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Un court-circuit électrique dans une usine de sucre en Tanzanie a déclenché le jeudi 23 mai 2024 dans la matinée une explosion qui a tué plus ou moins 11 travailleurs, dont 3 ressortissants étrangers, selon des sources policières. Merveille Loabea pour les détails. Selon le chef de la police régionale, Alex Nkama, la panne électrique a provoqué l'éclatement d'un tuyau de vapeur alors qu'une équipe technique préparait des machines pour démarrer la production de la journée dans l'usine de sucre de Ntibwa dans la région de Morogoro, dans l'est de la Tanzanie. Sur le 11 morts dus à l'explosion, 3 étrangers étaient originaires du Kenya voisin, du Brésil et de l'Inde. 2 autres travailleurs ont été blessés dans l'explosion et ont été soignés à l'hôpital de Morogoro. Le médecin responsable de l'hôpital, David Rushamisa, a déclaré qu'ils ont été transportés d'urgence à la capitale Dodoma pour y recevoir des soins supplémentaires. Ntibwa est l'une des principales usines sucrières du pays, produisant au moins 70 tonnes de sucre par an, selon les données du gouvernement. Et au Tchad, Mahamat Déby Itno a prêté serment en tant que président du pays le jeudi 23 mai 2024. Élu au cours des élections du 6 mai dernier, il succède ainsi officiellement à son père Idriss Déby Itno, tué en combattant les rebelles en 2021 après avoir dirigé les pays pendant 3 décennies. Diane Bonga. J'ai entendu votre désir ardent de changement et je vous ai compris. Soyons tous acteurs, individuellement et collectivement, engagés pour réaliser ces changements tant espérés, voulus et attendus par tous. Mahamat Déby achève ainsi une transition contestée vers un régime démocratique après avoir pris le pouvoir il y a 3 ans. Les élections du 6 mai 2024, longtemps retardées, ont eu lieu après 3 ans de régime militaire. Son principal rival, Success Masra, qui avait contesté le résultat au début du mois, a démissionné de son poste de Premier ministre mercredi dernier. Mahamat Déby, qui vient d'être consacré pour un mandat de 5 années, suit de manière attentive tout ce qui se passe au Niger, échange avec son frère le général Tchani, et nos 2 pays évolueront ensemble, Inch'Allah. Je me joins à la joie du peuple tchadien qui a pu écrire une page assez importante de son histoire politique avec une transition qui, malgré certaines difficultés, a abouti à faire un atterrissage heureux. Composé de près de 18 millions d'habitants, le Tchad n'a pas connu de transfert démocratique du pouvoir depuis qu'il est indépendant en 1960. Composé de près de 18 millions d'habitants, le Tchad n'a pas connu de transfert démocratique du pouvoir depuis qu'il est devenu indépendant en 1960, après 2 décennies de domination coloniale française. Et pour finir, le président américain Joe Biden a salué le jeudi 23 mai le leadership de William Ruto, le félicitant pour son intervention en Haïti en proie à l'instabilité politique. La présence du président Ruto à la Maison-Blanche marque la première visite d'État aux États-Unis d'un dirigeant africain depuis plus de 15 ans. Suivez. Nous allons fournir la logistique, les renseignements et l'équipement. D'ailleurs, certains équipements sont déjà arrivés. Le Kenya renforce ses effectifs de police et d'autres pays prévoient d'en faire autant. Les États-Unis vont soutenir l'effort collectif dans ce domaine. Bien entendu, le Kenya ne fera pas cavalier seul. Nous travaillons avec le Congrès pour fournir 300 millions de dollars à la mission sécuritaire de support multinational et 60 millions supplémentaires pour l'aide à l'équipement. Nous avons également reçu et continuons de recevoir des contributions importantes d'autres partenaires. Le président Ruto et moi-même sommes d'accord pour dire que le peuple haïtien mérite mieux, qu'il mérite la paix et la sécurité. Cette visite intervient au moment où le gouvernement de Nairobi envoie des policiers en Haïti pour aider à réprimer la violence des gangs dans ces pays de Caraïbes. La participation du Kenya en Haïti n'est pas tant liée à ce qui s'est passé dans le passé.
Il s'agit de ce en quoi nous croyons, la paix et la sécurité de l'humanité. Et nous ne pensons pas que les États-Unis engagent le Kenya parce que les États-Unis ne peuvent pas engager le Kenya. Je suis le président du Kenya. C'est à moi de prendre cette décision. Et c'est au peuple kényan d'engager ses propres troupes en utilisant ses propres structures. Nous avons suivi les procédures en vigueur au Kenya. Le Parlement a donné son accord. Nous avons un mandat clair. Nous disposons d'un cadre clair. Et c'est nous, le peuple kényan, qui avons pris cette décision dans l'intérêt de servir la paix et la stabilité en tant que citoyens du monde responsables et en comprenant que l'insécurité et l'instabilité, n'importe où, sont synonymes d'insécurité et d'instabilité partout. Le militaire kényan qui se prépare à se déployer en Haïti feront partie d'une force multinationale bénéficiant d'un soutien de 3 millions de dollars de la part des États-Unis, mais pas des troupes américaines. Voilà, c'est tout pour ce journal de la mi-journée. Retrouvez Jocelyne Massiala pour la grande édition du journal à 19 h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.